Les feuilles d'automne craquaient sous mes pieds, tandis que je me tenais figée derrière la fenêtre de la cuisine de ma mère. Mon fils de 11 ans, Théo, me serrait la main si fort que cela me faisait mal. Mais rien ne pouvait se comparer à la douleur qui me transperçait la poitrine en écoutant les deux personnes en qui j'avais le plus confiance au monde détruire tout ce que je croyais savoir sur l'amour, la loyauté et la famille. Elle est si fragile, Hélène. Toujours en train de pleurer, toujours dans le besoin. Je n'en peux plus. La voix de mon mari Pierre traversait la fine vitre comme un couteau dans mon cœur. Le rire de ma mère était aigu et cruel. Je t'avais dit de ne pas l'épouser, n'est-ce pas? J'ai toujours dit qu'elle était trop faible pour un homme comme toi, trop abîmée. Ces mots me frappaient comme des coups physiques. Mes jambes fléchirent. Théo me regarda avec des yeux confus, sentant que quelque chose de terrible se passait, mais sans comprendre quoi. Je posai mon doigt sur mes lèvres, lui disant de rester silencieux, même si mon monde entier s'écroulait autour de nous. L'argent de l'assurance vie de son père a rendu les choses supportables pendant un moment, continua Pierre, sa voix désinvolte, comme s'il parlait de la météo. Mais maintenant, c'est presque épuisé. J'en ai fini de jouer le mari attentionné avec quelqu'un d'aussi pathétique. Je dus m'agripper au rebord de la fenêtre pour ne pas tomber. L'argent de l'assurance. L'argent que je pensais que nous économissions pour les études de Théo. L'argent qui était censé assurer notre avenir. Il m'avait utilisé tout ce temps. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda ma mère. Je pouvais entendre l'excitation dans sa voix, comme si elle prenait plaisir à cette conversation. « Je vais la quitter, tout prendre. Elle est si faible et brisée. Elle ne se battra même pas contre moi. Elle va juste pleurer et accepter comme elle le fait toujours. » C'est alors que quelque chose mourut en moi. La partie de moi qui croyait encore en la bonté, en l'amour, en la famille. Mais de ces cendres, autre chose naquit. Quelque chose de froid et calculateur. Quelque chose qui allait s'assurer que Pierre et ma mère apprennent exactement ce qui arrive quand on sous-estime une femme qui n'a plus rien à perdre. J'éloignai Théo de la fenêtre et marchai silencieusement vers ma voiture. Mon esprit déjà en train d'élaborer des plans. Il pensait que j'étais faible. Ils pensaient que j'étais brisée. Ils allaient découvrir à quel point ils se trompaient. 3 mois plus tôt, je vivais ce que je pensais être une vie parfaite. Enfin, aussi parfaite que pouvait l'être la vie pour quelqu'un comme moi. Je m'appelle Rebecca et j'ai passé la plupart de mes 32 ans à croire que je ne méritais pas les bonnes choses qui m'arrivaient. Le matin qui allait tout changer commença comme n'importe quel mardi. Je me réveillais dans notre maison confortable de 3 chambres rue des Érables. La même maison que Pierre et moi avions achetée quand Théo n'avait que 2 ans. La même maison où je pensais que nous vieillirions ensemble. Pierre était déjà levé, douché et habillé de son uniforme de travail bleu. Il dirigeait une petite entreprise de construction, et il était doué pour cela. Tout le monde en ville le respectait. C'était le genre d'homme avec qui les autres hommes voulaient être amis, et que les femmes trouvaient attirant. Je n'ai jamais vraiment compris ce qu'il voyait en moi. « Bonjour, ma belle », dit-il en m'embrassant le front, tandis que je titubais dans la cuisine en peignoir. « Le café est prêt. » Je lui souris, mon cœur faisant ce petit battement qu'il faisait depuis notre premier rendez-vous il y a 12 ans. Même après tout ce temps, même à travers toutes les difficultés que nous savions affronter, je me sentais encore chanceuse d'être mariée à Pierre Moreau. « Théo est-il réveillé ?» demandai-je en me versant une tasse de café
et en ajoutant la crème que Pierre avait laissée pour moi. Il se souvenait toujours des petites choses comme ça. Du moins, c'est ce que je pensais. Encore endormi. Je vais le réveiller dans quelques minutes. Pierre vérifia sa montre. J'ai ce gros chantier qui commence aujourd'hui. La rénovation de la maison du bois. Je rentrerai peut-être tard ce soir. Je hochai la tête, habitué à ces longues heures. Le secteur de la construction était imprévisible, surtout dans une petite ville comme Montclair. Nous avions appris à profiter du temps que nous avions ensemble. Maman a appelé hier, dis-je en remuant mon café. Elle veut qu'on vienne la voir ce week-end. Ça fait un moment. Le visage de Pierre changea l'espace d'une seconde. Quelque chose vacilla dans ses yeux, mais c'était parti si vite que je pensais l'avoir imaginé. Bien sûr, chérie. Tout ce que tu veux. En y repensant maintenant, j'aurais dû faire plus attention à ce moment. J'aurais dû remarquer comment sa voix sonnait différemment quand il accepta. J'aurais dû voir comment sa mâchoire se contracta. Mais j'étais si occupée à être reconnaissante que mon mari et ma mère s'entendaient bien que j'ai raté tous les signaux d'alarme. Théo bondit dans la cuisine alors, ses cheveux bruns dressés dans toutes les directions. À 11 ans, il n'était que bras et jambes, grandissant si vite que j'arrivais à peine à lui trouver des vêtements à sa taille. « Bonjour, maman. »« Bonjour, papa. » Il attrapa un morceau de pain grillé sur le comptoir et en prit une énorme bouchée. « Doucement, mon grand, » ris-je. « Le petit déjeuner ne va pas s'enfuir. » Pierre ébouriffa les cheveux de Théo. « Écoute ta mère, fiston. Elle sait de quoi elle parle. La façon dont il le dit, si chaleureuse et aimante, me serra la poitrine d'émotion. C'était ma famille. Ces deux personnes étaient tout mon monde. Sans elles, je n'étais rien. Du moins, c'est ce que je croyais. Puis, Pierre partit au travail, avec son baiser habituel et son « je t'aime » à la porte. Théo attrapa le bus scolaire pile à l'heure. Et je m'installais dans ma routine habituelle de nettoyage de la maison, de lessive et de préparation pour mon travail à temps partiel à la bibliothèque municipale. J'aimais travailler à la bibliothèque. C'était calme et paisible et j'aidais les gens à trouver des livres qui pourraient changer leur vie comme les livres avaient changé la mienne. La lecture avait été mon échappatoire. En grandissant dans une maison où ma mère critiquait tout ce que je faisais. Les livres m'avaient montré qu'il y avait d'autres façons de vivre, d'autres façons d'être. Ma superviseure, Madame Blanchard, rangeait les retours quand j'arrivais. « Bonjour, Rebecca. Vous avez bonne mine aujourd'hui. » Madame Blanchard était l'une des rares personnes qui me faisaient me sentir valorisée. Elle avait la soixantaine avec des yeux bienveillants et une façon douce de parler qui me rappelait la grand-mère que je n'avais jamais eue. « Merci, Madame Blanchard. Comment s'est passé votre week-end ?»« Merveilleux, ma chère. Mon petit-fils est venu me voir. Il a à peu près l'âge de Théo, vous savez. Ils devraient se rencontrer un jour. » Je souris et acquiesçai. Mais à l'intérieur, je ressentis cette torsion familière d'anxiété. Faire des projets avec d'autres familles signifiait risquer qu'elle voie à quel point j'étais brisée. Et si Théo était gêné par moi? Et si les autres parents pensaient que je n'étais pas assez bien? La matinée se passa tranquillement. J'aidais une jeune mère à trouver des livres d'images pour son bambin. Assistait un homme âgé dans ses recherches sur son arbre généalogique et organisait les nouvelles acquisitions de fiction. Des tâches simples, mais qui me faisaient me sentir utile. Je réorganisais la section enfants, quand j'entendis Madame Blanchard parler à une autre bibliothécaire, Janine, près du bureau d'accueil. « Ah,
J'ai vu Pierre Moreau au café hier vers midi, disait Jeannine. Il était avec Hélène Lacroix. Ils avaient l'air assez complices, si vous voulez mon avis. Mes mains se figèrent sur le livre que je tenais. Hélène Lacroix était le nom de ma mère. Vraiment? Madame Blanchard semblait surprise. Je ne savais pas qu'ils se connaissaient si bien. Oh, ils semblent très bien se connaître, dit Jeannine avec ce ton que les gens utilisent quand ils insinuent quelque chose sans le dire ouvertement. Mon cœur commença à battre plus vite. Il y avait probablement une explication innocente. Peut-être que Pierre était tombé sur ma mère quelque part et ils avaient décidé de déjeuner ensemble. Peut-être qu'il préparait une surprise pour moi. Mais quelque chose de froid s'installa dans mon estomac malgré tout. J'essayais de me concentrer sur mon travail pour le reste de la journée, mais les mots de Jeannine continuaient de résonner dans ma tête. Ils avaient l'air assez complices, si vous voulez mon avis. Quand je récupérai Théo à l'école, je faillis lui demander s'il voulait passer par le chantier pour voir son père. Mais quelque chose m'arrêta. Un sentiment que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Ce soir-là, Pierre rentra à presque 22 heures. Il avait l'air fatigué, ses vêtements poussiéreux du travail. « Désolé, chérie. Longue journée. » Il m'embrassa rapidement la joue et se dirigea vers la douche. « Comment s'est passé le chantier du bois ?» demandai-je. « Bien, très bien. Ça devrait nous occuper pendant des semaines. » Mais quand je regardais par la fenêtre, je remarquai que son camion était complètement propre. Pas de poussière, pas de saleté, rien qui ressemble à ce qu'il avait fait du travail de construction toute la journée. Cette nuit-là, tandis que Pierre dormait à côté de moi, je fixais le plafond et essayais de repousser les pensées qui s'insinuaient dans mon esprit. Pierre m'aimait. Il m'avait choisi. Nous avions une belle vie ensemble. Mais le doute, une fois qu'il prend racine, est difficile à tuer. Les semaines suivantes passèrent dans un étrange brouillard. En surface, tout semblait normal. Pierre allait au travail. Théo allait à l'école. J'allais à la bibliothèque. Nous dînions ensemble la plupart des soirs. Nous regardions la télé en famille le week-end. Mais en dessous, quelque chose avait changé. Je me retrouvais à faire attention à des choses que je n'avais jamais remarquées auparavant. La façon dont Pierre semblait parfois distrait pendant les conversations. Comment il avait commencé à emmener son téléphone partout avec lui, même aux toilettes. Le fait qu'il avait changé son code d'accès et orientait l'écran loin de moi quand il l'utilisait. Des petites choses. Des choses qui pouvaient avoir des explications innocentes, mais qui s'additionnaient. Je commençais aussi à remarquer des choses à propos de ma mère. Comment elle semblait toujours connaître des détails sur le travail de Pierre que je ne lui avais pas partagé. Comment elle demandait de ses nouvelles en premier quand je l'appelais, avant de demander des nouvelles de Théo ou de moi. Comment Pierre gère-t-il ce gros projet de construction ? Demandait-elle. Mais je ne lui avais parlé d'aucun gros projet de construction. Quand j'en parlais à Pierre, il haussa simplement les épaules. Elle l'a probablement entendu en ville. Tu sais comment les gens parlent d'à Montclair ? C'était vrai. Montclair était le genre de petite ville où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde. Mais cela me semblait quand même étrange. Puis vint le jour qui changea tout. C'était un jeudi début novembre. Théo avait une demi-journée à l'école à cause des réunions parents-professeurs et j'avais pris l'après-midi de congé à la bibliothèque pour passer du temps avec lui. « On peut aller voir grand-mère Hélène ?» demanda Théo, tandis que nous étions assis à la table de la cuisine partageant un croque-monsieur. Ma mère avait toujours insisté pour que Théo l'appelle grand-mère Hélène au lieu de juste grand-mère.
Elle disait que cela sonnait plus sophistiqué. Je trouvais que cela sonnait froid, mais je n'avais jamais protesté. Je ne sais pas, mon chéri. On devrait d'abord appeler pour s'assurer qu'elle est chez elle. Mais quand j'essayais d'appeler la maison de ma mère, le téléphone alla directement sur le répondeur. Son portable fit de même. Peut-être qu'elle fait des courses, suggéra Théo. On pourrait passer voir si sa voiture est là? Ma mère habitait à environ 20 minutes de chez nous, dans la maison où j'avais grandi. Un endroit petit et soigné, avec un jardin dont elle était fière, et des voisins qu'elle connaissait depuis 30 ans. D'accord, acceptai-je. Mais si elle n'est pas là, on reviendra un autre jour. Le trajet vers la maison de ma mère fut paisible. Théo bavarda sur l'école et ses amis, et je l'écoutais à moitié, tout en appréciant le paysage automnal. Les feuilles étaient à leur apogée, peignant le monde en nuances d'or et de cramoisi. Mais quand nous tournâmes dans la rue de ma mère, mon sang se glaça. Le camion de Pierre était garé dans l'allée de ma mère. Je me garai de l'autre côté de la rue, mes mains tremblant sur le volant. Théo leva les yeux de son jeu portable, confus. « Pourquoi on s'est arrêté? C'est pas le camion de papa? » « Si, réussis-je à dire. C'est bien lui. » Mon esprit cherchait frénétiquement des explications possibles. Peut-être que Pierre aidait ma mère avec quelque chose dans la maison. Peut-être que son évier fuyait, ou que son toit avait besoin de réparation. Peut-être. « On entre ?» demanda Théo. « Dans 1 minute, dis-je. Je veux juste comprendre ce qui se passe d'abord. Quelque chose au fond de mes entrailles criait danger. Tous mes instincts me disaient de ne pas aller à cette porte, de ne pas frapper, de ne pas annoncer notre présence. Nous marchâmes silencieusement vers l'arrière de la maison. La fenêtre de la cuisine de ma mère donnait sur la cour arrière, et je savais par des années d'expérience d'enfance qu'on pouvait entendre les conversations à l'intérieur assez clairement de cet endroit. Ce que j'entendis détruisit mon monde. Elle est si fragile, Hélène, toujours en train de pleurer, toujours dans le besoin. Je n'en peux plus. La voix de Pierre était fatiguée, frustrée, comme s'il parlait d'un fardeau qu'il portait depuis trop longtemps. Je t'avais dit de ne pas l'épouser, n'est-ce pas? La voix de ma mère était aiguë de satisfaction. J'ai toujours dit qu'elle était trop faible pour un homme comme toi, trop abîmée. Je m'agrippais au rebord de la fenêtre si fort que mes jointures blanchirent. Mon fils de 11 ans, Théo, me serra la main si fort comme s'il comprenait bien ce qui se passait. L'argent de l'assurance vie de son père a rendu les choses supportables pendant un moment, continua Pierre. Mais maintenant c'est presque épuisé. J'en ai fini de jouer le mari attentionné avec quelqu'un d'aussi pathétique. Le monde bascula. Mon père était mort dans un accident de voiture il y a 300, me laissant une importante indemnité d'assurance vie. De l'argent que Pierre et moi étions censés économiser pour l'avenir de Théo. De l'argent qui était supposé être notre filet de sécurité. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda ma mère. Et je pouvais entendre l'excitation dans sa voix. « Je vais la quitter, tout prendre. Elle est si faible et brisée. Elle ne se battra même pas contre moi. Elle va juste pleurer et accepter comme elle le fait toujours. » Elles rirent toutes les deux alors. Rirent réellement de ma douleur, de ma faiblesse, de ma nature confiante. Quand ma mère demanda « Quand ?» Peut-être après les fêtes. Je ne veux pas gâcher Noël à Théo. Le gamin ne mérite pas ça. « Tu es trop tendre, » dit ma mère. Elle a été une déception depuis le jour de sa naissance. Faible comme son père. Au moins,
lui a eu la décence de mourir et de lui laisser de l'argent. C'est alors que quelque chose en moi se brisa. Pas se cassa, se brisa comme un élastique trop tendu. Mon père avait été un homme gentil et doux, qui aimait les livres, et m'avait appris que je méritais l'amour. Ma mère avait passé toute mon enfance à me comparer défavorablement aux autres enfants, me disant que je n'étais pas assez intelligente, assez jolie, assez forte pour quoi que ce soit de bien. Je l'avais cru. J'avais passé toute ma vie d'adulte reconnaissante que Pierre ait choisi la Rebecca abîmée, faible, pathétique que j'étais. Mais maintenant, je connaissais la vérité. Il ne m'avait pas choisi. Il avait choisi l'argent de mon père. Et ma mère n'avait pas été simplement critique. Elle avait activement travaillé à détruire mon estime de soi pour que, quand ce moment viendrait, je serais trop brissée pour me battre. Je retournai à la voiture, sur des jambes chancelantes. Théo me regarda avec inquiétude. « Maman, ça va ? Tu es très pâle. »« Je vais bien, mon chéri, » dis-je, ma voix étonnamment stable. Changement de plan, on rentre à la maison. Mais qu'est-ce qu'il y a avec le camion de papa ? On ne devrait pas dire bonjour. Papa aide grand-mère Hélène avec quelque chose. On le verra à la maison. Tandis que je m'éloignais de la maison de ma mère, Théo bavardant sur le siège arrière, mon esprit travaillait déjà, planifiant, calculant. Il pensait que j'étais faible. Il pensait que j'allais juste pleurer et accepter tout ce qu'il me ferait. Ils allaient apprendre à quel point ils se trompaient. Cette nuit-là, je fis quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je me regardais vraiment dans le miroir de la salle de bain. La femme qui me fixait avait 32 ans, mais en paraissait plus, fatiguée. Ses cheveux bruns étaient tirés en arrière dans la même queue de cheval simple qu'elle portait depuis la dernière décennie. Pas de maquillage, parce que Pierre disait toujours qu'il m'aimait au naturel. Des vêtements pratiques et modestes, parce que tout le reste donnait l'impression de quémander de l'attention que je ne méritais pas. Je ressemblais exactement à ce que j'étais. Une femme qui avait passé toute sa vie d'adulte à essayer d'être petite, silencieuse et reconnaissante pour les miettes d'amour que les gens lui jetaient. Mais derrière mes yeux bruns ordinaires, quelque chose de nouveau brûlait. Quelque chose qui dormait depuis trop longtemps. Pierre rentra vers 23h, comme toujours. Il m'embrassa la joue, demanda comment s'était passée ma journée, me parla de son emploi du temps chargé du lendemain. Le parfait numéro du mari. Cette nuit-là, après que Pierre s'endormit, je me levai et allai dans notre bureau à domicile. Nous gardions tous nos documents financiers dans un classeur là-bas. Des documents que Pierre gérait complètement parce que j'étais trop émotionnelle pour m'occuper des questions d'argent. Ce que je trouvais était pire que ce que j'avais imaginé. L'argent de l'assurance vie de mon père, 150 000 € qui était censé être le fonds d'études de Théo, avait presque disparu. 50 000 € avaient été transférés vers un compte que je ne reconnaissais pas. 30 000 autres avaient été retirés en liquide au cours des 6 derniers mois. Le reste avait été dépensé pour des choses qui n'avaient aucun sens. 20 000 € pour des améliorations de la maison qui n'avaient jamais eu lieu. 15 000 € pour de l'équipement pour l'entreprise de construction de Pierre. Des milliers d'autres pour des dépenses que je ne pouvais pas identifier. Je restais dans ce bureau jusqu'à l'aube, passant en revue chaque bout de papier, chaque relevé, chaque reçu, construisant une image de l'ampleur exacte de ma trahison. Au moment où le soleil se leva, je savais 3 choses avec certitude. Premièrement, Pierre m'avait volé systématiquement pendant des mois, préparant probablement sa stratégie de sortie. Deuxièmement,
Ma mère en faisait partie depuis le début. Les relevés téléphoniques montraient des dizaines d'appels entre eux, souvent pendant les moments où Pierre m'avait dit qu'il travaillait. Et troisièmement, il m'avait gravement sous-estimé. Le lendemain matin, je fis quelque chose que je n'avais pas fait depuis très longtemps. J'appelais au travail pour dire que j'étais malade. Non pas parce que j'étais vraiment malade, mais parce que j'avais des choses à faire. Des choses importantes. Après que Pierre partit au travail et Théo à l'école, je me rendis à la banque, notre banque, où j'étais cliente depuis 12 ans, où les guichetiers me connaissaient par mon nom. « Bonjour, Madame Moreau », dit Jeanne, la guichetière en chef. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?»« J'ai besoin de parler avec quelqu'un de mes comptes, » dis-je. Tous. Ce que j'appris lors de cette réunion changea tout. Le compte que je ne reconnaissais pas, celui avec 50 000 € de mon argent dedans, était un compte joint appartenant à Pierre et ma mère. Il l'avait ouvert il y a 3 mois. C'est définitivement votre signature sur l'autorisation de transfert de fonds, expliqua le directeur de banque, M. Dubois. Mais si vous ne vous souvenez pas d'avoir signé ceci. Je me souviens maintenant. Mentis-je avec aisance. Je voulais juste vérifier le solde. Monsieur Dubois sembla soulagé. Les banques détestent les disputes familiales, surtout quand de gros montants d'argent sont impliqués. Mais je n'allais pas faire de ceci le problème de la banque. J'allais m'en occuper moi-même. Mon arrêt suivant fut la bibliothèque. Mais pas pour travailler. J'avais besoin d'utiliser les ordinateurs pour des recherches qui ne pouvaient pas être retracées jusqu'à notre ordinateur domestique. Je passais des heures à apprendre sur le droit du divorce dans notre région, sur la division des biens et la garde d'enfants, sur ce qui arrive quand un époux peut prouver que l'autre a caché de l'argent. Mais plus important, j'appris sur un type différent de loi. Le type qui traite de la fraude, du détournement de fonds et du vol. Prendre de l'argent des comptes sans permission, même entre époux, était toujours du vol si on pouvait prouver que l'argent avait été obtenu par tromperie. Et je pouvais le prouver.